Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle n'a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes? C'est parti, on commence. Alors, bienvenue Vanessa Carrez de Femmes Riches, une communauté de femmes qui vise la richesse, mais pas que la richesse financière. On va en parler tout à l'heure. Vanessa, t'as un parcours assez particulier, c'est ça qui m'a intéressée. T'as travaillé d'abord en banque, en tant que conseillère en investissement, et tu as fait une reconversion complètement opposée, puisqu'aujourd'hui tu es product owner en tant que freelance. Et je voulais savoir pourquoi en fait t'avais changé, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce parcours-là, et aussi à te lancer dans l'entrepreneuriat. Écoute, déjà, merci de m'inviter sur ton podcast et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Donc, mon parcours, c'est gentil de dire qu'il est impressionnant, mais tu sais, comme c'est ma vie, je la trouve normale. C'est juste avec le temps et en échangeant avec les autres que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si normale que ça ou peut-être un peu plus différente des autres que ce que je croyais. Mais mon parcours, il a commencé en Afrique déjà. Je suis vraiment née en Afrique. J'ai passé mes premières années là-bas et ça m'a beaucoup marquée. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est ces années-là et ces expériences-là qui m'ont donné l'idée de me dire que rien n'est impossible. Tout est possible, en fait. Aussi bien dans la joie que dans le malheur, que dans la misère, que dans la réussite, tout est possible. Et en fait, je me pose plus je me pose pas déjà en général beaucoup de questions et ça fait beaucoup d'années que je me mets plus de limites là où d'autres personnes pourraient les avoir. À l'origine, du coup, moi, j'ai fait. Quand j'étais petite, j'étais pauvre. Donc, la pauvreté en France, c'est une chose parce que quand on est venu en France, on était pauvre. Mais la pauvreté en Afrique, c'est encore un autre délire. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de jouets, j'avais pas beaucoup de trucs, et la seule chose que j'avais, c'était mon imagination et mes rêves. Et qu'est-ce que je rêvais en fait? Et je rêvais d'argent, je rêvais de tout ce que je n'avais pas. Et en fait, c'est ces rêves-là qui m'ont suivie quand je suis venue en France. Et très tôt, en fait, j'avais associé tous les problèmes que j'avais au manque d'argent. Donc très tôt, j'ai compris que moi, ma priorité, ce serait d'essayer de faire un maximum d'argent pour pouvoir en fait réaliser ces rêves qui étaient impossibles quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai voulu travailler dans l'argent. Quand je parle de mes ambitions très jeunes et même quand j'étais au lycée et tout, je parlais de mes ambitions de finance, je voyais les gens qui me regardaient avec dédain, tu vois, alors que moi, c'était un rêve. Quand je disais, moi, je veux travailler dans la finance internationale, je veux bosser dans la finance, dans la banque, dans l'argent, j'avais pas cette vision tabou-là, tu vois. J'avais vraiment la vision de, moi, je veux aller là où mon rêve m'emmènera en fait, et je veux avoir ce que je n'ai jamais eu. Et En fait, si je peux reprendre, les galères que tu as vécues étant enfant t'ont poussé, ok, mais en fait, c'est pas juste, tu voulais juste l'argent, en fait, tu voulais concrétiser tes rêves et avoir tout ce que tu voulais. Et l'argent te permettait d'avoir ça. oui, c'est ça, en effet, parce qu'en fait, l'argent pour l'argent, ça n'a aucun sens. Tu vois, Je suis juste d'accord. avoir de l'argent qui s'accumule sur ton compte en banque, ça n'a aucun sens. Moi, je voulais voyager. Quand tu as de l'argent, tu peux voyager. Plus jeune, j'ai fait des voyages et j'étais fauchée. D'ailleurs, je n'ai plus jamais voyagé depuis. Je n'ai jamais considéré que j'étais suffisamment riche pour voyager, tellement le traumatisme était puissant, tu vois. Donc, en effet, je voulais travailler, en fait, dans le secteur financier et un secteur proche de l'argent parce que, pour moi, c'était vraiment la concrétisation, non, c'était vraiment la possibilité de réaliser mes rêves. Donc, naturellement, j'ai choisi de devenir, conseiller financier très tôt, en fait. Et ça a drivé tout. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais eu pas mal de difficultés pour passer en première. J'avais vraiment des problèmes scolaires. J'étais parmi les plus nuls. En fait, je pensais que j'étais nulle.
J'étais arrivée dans le meilleur lycée de la région, sortant du pire collège de la région. Ça, je savais pas, mais en fait, les chiffres, c'était ça. D'ailleurs, le collège a fermé. Et je me suis retrouvée dans le meilleur lycée de la région, avec les meilleurs élèves de la région. Évidemment, ça, c'est des choses que tu sais pas. C'est juste que c'était une classe internationale. Ils se connaissaient depuis la sixième. Et en fait, c'était des élèves brillants. Et face à eux, je pensais que j'étais plus que bête. Tu vois. Et j'ai dû me Attends, battre. toi, t'es parti d'un établissement avec un faible niveau pour aller, pour quand même réussir à être accueilli chez l'élite. Et c'est pour ça que tu te trouvais bête parce que t'étais avec des gens qui avaient pas le même niveau, qui n'ont pas eu les mêmes chances aussi, les mêmes capacités que toi. Mais c'est même encore plus complexe que ça. J'étais dans le collège le plus pauvre, c'était un collège ZEP, collège qui a été fermé par la mairie actuellement, tellement il était considéré comme dangereux pour les élèves, en fait. Waouh, je savais même pas que c'était possible de fermer. Ouais, ils ont fermé le collège. Je suis repartie dans ma ville où j'ai grandi. Ils ont fermé le collège parce que vraiment le collège, c'était un mauvais collège. Il y avait rien qui allait là-bas. C'était la ZEP. Les élèves avaient des difficultés qu'on ne pouvait même pas régler. Et en fait, il s'avère juste que le lycée de secteur, donc associé à ce collège-là, c'était le lycée dans lequel je devais aller. Et comme les élèves savaient qu'ils étaient nuls et savaient qu'ils étaient bêtes, ben ils voulaient pas y aller. Et moi compris, j'ai fait des dérogations. Je suis allée m'inscrire à des cours de russe pour fuir ce lycée. Enfin, j'ai tout fait des pour cours de fuir. quoi? Des cours de russe. Mais oui, j'ai tout fait pour fuir. J'ai fait des dérogations. Tu voulais pas rejoindre l'élite, mais tu les traites. Non, qui est fou? Toi, tu sais que t'es nul. On te dit que tu vas partir dans le lycée le plus difficile. Non, tu crois que t'es nul. Oui, mais je te dis comment je vivais le truc à l'époque, tu vois. Tu crois que tu sais que tu vas aller rejoindre le truc le plus difficile, mais qui est dingue? Pas moi. J'ai voulu fuir. J'avais même été acceptée dans un autre lycée. Comment ça s'est passé? C'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, elle m'a dit, écoute, ma fille, elle avait d'autres trucs à faire. D'autres trucs. Ma mère, elle a dû trouver du travail. Elle a dû quitter la maison parce qu'en plus, elle pouvait pas nous élever. Elle avait pas d'argent. Elle a dû quitter la maison pour quitter la Normandie pour trouver du travail à Paris. Elle ne pouvait en Normandie, d'accord. C'est ça. Elle ne pouvait pas, en fait, nous élever. Elle pouvait pas nous payer. Elle pouvait pas financer. Enfin, tu vois, il y a des besoins pour élever des enfants qu'elle ne pouvait pas satisfaire avec ses revenus. Donc, elle a passé des concours. Elle a trouvé du travail à Paris. Et mais à Paris, va trouver un appart. Ma mère est venue à Paris, elle vivait dans des hôtels, elle galérait, sa copine l'a mis dehors. Ah oui, d'accord. Donc, je vois un peu, là, tu parlais de pauvreté, je comprends mieux, ouais. Ouais, non, c'était vraiment chaud. On était en train de chercher le soir, tous les soirs, des hôtels pour qu'elle puisse dormir, pour qu'elle puisse valider sa période d'essai, pour qu'elle puisse travailler. Et j'avais quoi? J'avais 16 ans à l'époque. Ma petite sœur, donc c'est vraiment, on était hyper jeunes et vraiment, on était en mode, on se battait. Et donc, elle m'a dit, et vous êtes combien? On est 3. D'accord. Enfants. Et donc, du coup, elle m'a dit, écoute, ma fille, moi, je me bats de mon côté pour que vous ayez une meilleure vie. Moi, je peux pas te laisser partir dans un lycée où je sais même pas comment ça se passe. Va dans ton lycée de secteur, accroche-toi, bats-toi et puis rends-moi fière, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce lycée d'élite là. Et en plus, moi, j'arrive là-bas et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vois un cours de japonais. Bon, je connais même pas le Japon. Je vais m'inscrire, tu vois. Et c'est à cause de cette histoire de japonais que je me retrouve avec l'élite de l'élite. Parce qu'ils faisaient musique, parce qu'ils faisaient basket, parce qu'ils faisaient sport-études, parce qu'ils faisaient je sais pas quoi, bref. Et donc, en fait, ils avaient regroupé tous les étudiants un peu spéciaux qui avaient pris des mentions particulières dans la même classe. Et je me souviens quand je suis arrivée les premiers jours, le prof, il s'exprime, je comprends à peu près. Il pose une question, je comprends ce qu'il demande. Mais quand les élèves répondent, je ne comprends pas les mots. Je me dis, mais attends. Vous comprenez pas les élèves? Non! Je comprenais pas les élèves. Je me souviens d'un mec, Victor, il parlait, je ne comprenais pas les mots qu'il utilisait. Et après, je vais abréger le truc parce que sinon le podcast il va durer 10 ans. Après, j'ai compris pourquoi, tu vois. Et donc, en fait, premier trimestre, ma mère, elle est convoquée. Votre fille ne s'en sort pas. 3 de moyenne en maths, 4 de moyenne en physique-chimie, 6 en SVT, 9 en français. Ça va pas, en fait, il faut qu'elle parte faire coiffure. Et déjà, ils voulaient te réorienter? Direct. Ah, mais parce que le lycée, c'est le meilleur lycée. Le collège, c'était le pire collège. Fallait pas que tu viennes gâcher leurs statistiques. C'est ça. Et puis, ils avaient l'habitude.
j'étais pas j'étais pas une élève particulière. Il savait que les élèves de ce collège-là, régulièrement, il les virait. Donc, c'était juste une élève qui n'était pas à sa place et qu'il fallait réorienter vers un BEP coiffure parce que On cherche pas à aider d'ailleurs. Hein. Non, non, mais non, mais là où c'était marrant, c'est que du coup, ma mère, elle sort du truc, elle me dit, bon, ma fille, c'est quoi cette histoire, en fait? On va te réorienter. Je suis pas en train de dormir dans des hôtels et à moitié dans la rue pour que tu fasses n'importe quoi. Il faut que tu trouves une solution, tu dois passer. Moi, j'avais en plus déjà redoublé. Parce que j'avais vécu en Afrique, j'avais été déscolarisée, j'avais accumulé beaucoup de retard, notamment en français, retard que j'ai jamais pu rattraper d'ailleurs. Donc moi, je savais déjà que j'avais perdu un an bêtement. Il était hors de question que je redouble. Il était hors de question que cet échec se reproduise. Et ma mère, elle comptait sur nous, en fait. Donc, ma petite sœur et moi, franchement, on s'est mis dans un mood où on allait travailler. On était les élèves modèles. Jamais aucun prof n'a remarqué que ces ados-là n'avaient pas de parents à la maison. J'avais des difficultés scolaires, donc tous les jours, tous les soirs, je passais 2 à 3 heures du matin, 2 à 3 heures de travail, pardon, pour récupérer tout le retard, relire mes notes, réannoter. J'allais dans des cours de soutien scolaire. Je finissais à 21h, 22h, je dormais debout à 4 heures du matin et je rebossais. J'ai fait ça toute l'année, à me réveiller à 4 heures du matin tous les jours, à bosser 2 à 3 fois plus. Résultat, à la fin de l'année, j'ai progressé parce que quand même il y a un moment il faut que ça rentre et mais en maths je suis passée de 3 à 4 ou 5. En physique chimie je crois que j'avais atteint la moyenne, j'avais atteint 10. Toutes les matières en fait j'avais atteint à peu près la moyenne, tu vois. Donc là il était plus question de me réorienter, mais il était question de où est-ce que je passe parce que je réponds longuement à la question de pourquoi la finance en fait. Oui. Moi je voulais passer en première économique parce que dans économique il y a économie et économie il y a argent. Donc première économique, c'était là où je devais aller. Et sauf que moi, j'avais pris option japonais en fait, et que dans l'économie, il y a des maths, et que même si j'avais travaillé comme une dingue, je restais nulle en maths. Donc, à la fin de l'année, je booste le délégué, je lui fais un speech, je lui dis, écoute, t'as mon avenir entre les mains, bats-toi, sache que, regarde, j'ai progressé. Premier trimestre, j'avais 3, deuxième trimestre, j'avais 5. Dans toutes les matières, je suis passée à la moyenne. Il y a que les maths, mais dis-leur que je suis motivée. Le progrès qu'ils n'ont vu, c'est que ils n'ont encore rien vu. L'année prochaine, ça sera encore mieux. Donc, le délégué, il va au conseil de classe, bien motivé, il défend mon dossier comme never, et il arrive à convaincre les profs de ne pas me faire redoubler, et puis les résultats parlent pour moi. J'ai vraiment progressé, tu vois. Je pars d'un niveau où je comprenais rien à ce que les élèves disaient, à un niveau où je comprends ce qu'ils disent, et je peux m'exprimer, et j'ai la moyenne. Sauf que première écho, les gars, ils me disent non, ma chérie, t'as pris japonais, c'est pour les littéraires et t'as des notes correctes en langue et en français, mais donc le japonais ça allait. Ok. Même le japonais ça allait, ouais, non mais je m'étais battue bien. partout. C'est pas évident. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que on nous met un peu trop dans des cases en France, et c'est parce que t'étais bonne en langue qu'il fallait qu'elle aille en littéraire. Mais en fait, faut être motivé, faut avoir envie d'aller en littéraire aussi. Oui, mais ma chérie, tu me connais pas. Littéraire, moi je leur dis écoutez, littéraire ça rime pas avec business, j'ai pas le temps. Donc du coup le conseil de classe a donné sa décision, j'ai fait appel. Ma mère, ma fille, pourquoi tu fais ça? Ta sœur a fait elle, va en littéraire, tu pourras travailler comme infirmière. Bon bref, tu sais, elle avait ses idées de être soignante. Là je lui dis non, je veux bosser dans la finance, je veux faire de la maille, t'as pas compris? Donc du coup moi je fais appel, je passe devant un cabinet où il y avait 5 personnes âgées, j'avais 16 ans. Je leur fais un speech que, écoutez, les gars, moi, c'est la finance. Je serai une grande financière. Je vais changer le monde. Je veux faire ci. L'économie, c'est ma passion. On dit, mais madame, vous n'avez même pas fait option sciences éco. C'était possible. Vous avez fait japonais. Non, mais c'est parce que je veux travailler. Non, mais j'avais réponse à tout. C'est parce que je veux travailler dans la finance internationale. Donnez-moi ma chance. Vous serez pas déçus. Je vous le promets. Bref, limite discours politique. Ils finissent par se dire bon allez, dans le doute on va la laisser passer parce qu'elle a trop parlé, cette enfant. Et résultat, en première, j'étais parmi les premières de ma classe parce que en fait j'avais tellement travaillé, j'avais tellement pris l'habitude de bosser, je dormais plus la nuit, j'étais hantée par mes résultats, j'étais hantée par tout ça, et en plus j'avais pas compris que j'étais avec des élèves exceptionnels. À l'heure actuelle, les gens de cette classe là, il y a des gens ils sont tous juges, il y en a beaucoup qui ont fait l'ENA, il y en a beaucoup qui sont médecins, il y en a beaucoup qui sont avocats d'affaires, il y en a beaucoup. Et moi,
toi, moi, j'ai fait plusieurs masters et j'étais parmi les plus nuls. Donc en toi, fait, t'avais même pas le niveau de base, mais t'as réussi à les rattraper en fait. non, je les ai jamais rattrapés, mais en fait, ils étaient tellement bons que en fait, en étant moyenne chez eux, j'étais meilleure parmi les autres. Donc en fait, c'est comme ça que première terminale, j'ai fini parmi les 5 meilleurs à chaque fois. Et donc en fait, naturellement, je me suis retrouvée parmi les meilleurs élèves du meilleur lycée. Et dans ce lycée-là, il y avait une prépa qui faisait partie des prépas vraiment bien cotées de la région. Et j'ai été acceptée dans cette prépa. J'ai Mais même déjà, j'ai même eu déjà, mon il disait bac. que t'allais faire ton BEP coiffure et toi, tu vas faire une prépa, le truc encore Non, pire. mais toi, tu sais, non, mais le pire, c'est que non seulement je suis partie faire prépa, mais je suis partie faire prépa dans ce lycée-là où ces profs-là, parce que c'était des collègues, voulaient me virer en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais le niveau, je faisais partie des meilleurs dossiers de tous les dossiers qu'ils avaient reçus. C'était juste un truc de dingue. C'est-à-dire que ce que moi, je vivais ma vie, tu vois. Moi, je suivais mon argent, je suivais mon projet. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, il y avait que billets, pieds, croissance, carrière. J'avais pas le temps de regarder autour de moi. Mais en fait, ma personnalité et mon parcours les a tellement traumatisés que avant de convoquer les petits qui venaient derrière, là, des promos d'après, ils réfléchissaient. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu ma petite voisine qui avait le même parcours que moi, qui est passée in extremis en première ES parce qu'on s'est dit, ouais, peut-être qu'en fait, on a gâché Le certains miracle talents. peut se reproduire. Non, mais c'est ça en fait. Et c'est vraiment, dis-toi, c'était vraiment ça. C'est pour ça que quand tu m'as demandé mes envies d'origine, ça vient de là. J'avais vraiment cette envie de faire de l'économie, de travailler dans la finance depuis toute petite, en fait, depuis très jeune. Et je me suis vraiment battue très jeune pour ça. Donc en fait, c'est pour ça que naturellement, j'ai fait une prépa éco, j'ai obtenu mon bac avec mention. Après, j'ai fait une école de commerce, pas très cotée parce que j'étais pauvre. Ça coûte Ah une oui, il faut blinde. payer. Bah oui, il faut payer et j'avais pas les moyens en fait de payer 30 000 euros. Ma mère, déjà quand je lui avais dit que je voulais faire ES, elle me disait ma fille, tu vas faire quoi? Ensuite, quand je lui ai expliqué que je voulais faire une prépa, elle m'a dit mais ma prépa ça veut dire quoi? Après, je lui ai expliqué que je voulais faire une école de commerce. Direct, elle a vu l'argent, elle m'a dit mais ma fille, tu vas payer comment? Et à chaque fois, je lui disais écoute maman, je gère. Laisse-moi, juste encourage-moi, fais-moi des bisous, dis-moi que je suis la meilleure. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre parce que j'ai besoin d'être soutenue en fait. Il y a tellement personne qui croient en moi que laisse-moi suivre mes rêves et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette école de commerce là qui était gratuite. Si tu avais fait une prépa, Ah, c'était c'est gratuit. ce que j'allais dire. Comment t'as fait pour payer? Ok. Ouais, c'était gratuit si tu avais fait une prépa et après les Waouh. années d'après, je les ai fait en alternance et comme je voulais bosser dans la finance, pour moi c'était les banques, tu vois, la finance, trading, salle de marché, je connaissais pas encore. Si j'avais connu l'existence de ces trucs-là, je pense que je me serais orientée naturellement vers ça, mais c'était pas des univers que je connaissais. Par contre, je voyais bien mon conseiller quand j'allais à l'agence, tu vois. Et donc j'ai fait mon master en alternance et j'ai commencé à travailler dans la banque et j'ai été déçue. J'ai été déçue déjà en tant que femme. Déjà en tant que femme, tu pas super bien enfin, c'est un métier féminin et tu as de plus en plus de directrices d'agence, mais en termes de carrière dans les agences bancaires, en plus moi j'ai commencé en province, donc on n'arrêtait pas de m'expliquer que c'était quelque chose d'extraordinaire comme donné comme chance, alors que je Ah m'étais bon? juste battue pour ça en fait. J'avais Waouh. juste fait les études pour ça, j'avais travaillé comme une dingue depuis tellement d'années que pour moi c'était normal en fait qu'on me donne ma chance et puis ça va dans les deux sens. Je mettais mes compétences professionnelles au service d'un employeur, mais c'était pas vu comme ça. Et donc du coup, les premières années en Picardie en tant qu'alternante, c'était pas des années que j'avais bien vécues, mais j'ai pas lâché l'affaire. Après mon master que j'ai obtenu, j'ai travaillé en banque d'investissement et Donc c'est tu là voulais où toujours travailler là-dedans, là. oui, 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 non, mais pendant longtemps en fait, parce que la finance, ça reste mon bébé en fait. Tu vois, ça a toujours été mon bébé. Je sais pas le pourquoi du comment, mais travailler en banque et travailler dans la finance et travailler sur l'aspect monétaire, enfin d'argent, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc après, pour moi, la problématique, c'était juste une question d'agence. Tu vois, après j'ai travaillé donc dans la banque d'investissement, dans une banque d'investissement où on vendait vraiment des produits orienté investissement. C'est là où j'ai pu me former sur tout ce qui était PEA, assurance vie, compte C'est titre, un autre métier encore là, OPPM. ouais, par rapport à ce que C'est tu un, avais fait avant. c'est un autre métier, ouais, par rapport. Mais moi, à chaque fois que j'apprends, j'adore apprendre. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, franchement, je suis contente. Et c'est une expérience qui m'a vraiment plu. Sauf que c'était mal payé. Je me souviens, j'ai démarré, je gagnais 1 400 euros. Tu fais Quoi? pas
bac Dans plus une banque 5 d'investissement? en intérim. T'imagines pas les sacrifices. Tu fais Ouais. pas bac plus 5 pour gagner 1 400 € en Prépa, tout ça, intérim. ouais. Non, mais ça n'avait pas de sens. Donc, j'ai pas duré dans ce mauvais rêve. Je suis allée postuler dans une autre banque, et c'est là que vraiment j'ai travaillé en tant que conseiller d'investissement pendant à peu près 3 à 4 ans. Et c'est là que vraiment j'ai vu des femmes, j'ai vu des parcours, et c'était plus varié. Je montais des prêts immobiliers, je faisais des crédits à la consommation, je vendais des assurances, je vendais des produits de prévoyance, et D'accord, c'était très varié, alors. c'était très varié. Et là, vraiment, j'ai pu rôder mon discours commercial, j'ai pu me connaître aussi. Et puis, et puis là, j'ai pu vraiment prendre conscience à la fois des inégalités. J'étais pas traitée pareil que mes collègues. J'avais pas les mêmes droits, alors que j'avais les mêmes diplômes, si ce n'est des diplômes pour certains même plus élevés, tu vois. Et Tout dans con. quel sens tu trouves que t'étais pas traité de la même manière que tes collègues? Bah, il y a des trucs tout cons, c'est-à-dire mon bureau, il y en avait qui avaient des super bureaux. Moi, j'avais un bureau au sous-sol avec des barreaux, s'il te plaît. Au sous-sol? Au sous-sol. C'était une agence Pour sur plusieurs recevoir des clients? pour recevoir des clients. C'était une agence Waouh. à plusieurs niveaux. Après, on était nombreux à ce niveau-là, hein. Mais voilà, après, il y avait des évolutions. Moi, j'avais des collègues qui avaient des bureaux à l'étage, des grands bureaux. Et Moi, on t'avais m'a quel jamais. type de clientèle, en fait? J'avais une clientèle haut de gamme, hein. Et tu les C'était reçois en à peu sous-sol? près. Je Je suis les un peu reçois en étonnée. sous-sol, mais après, c'était un beau bureau. La question n'est pas là, ça reste un bureau professionnel. Mais par exemple, mais tu m'as demandé des exemples, mais c'était des exemples tout con, tu vois, rien que au niveau du bureau. Et j'aurais bien aimé qu'à un moment on me demande, parce que je suis restée quand même assez longtemps sur ce poste-là, qu'on me demande de rejoindre un beau bureau, ou des activités toutes bêtes, fermer les coffres. Il y avait des choses en fait D'accord. des activités à côté du métier de banquier que l'on donnait aux conseillers en signe de confiance, que moi, je voyais bien que jamais ça n'allait leur traverser l'idée de se dire que moi aussi je mérite ce niveau de confiance. Mm. Et donc j'étais en Et de train de me dire, reconnaissance, ouais. et de reconnaissance, parce que c'est une implication, c'est un travail. Même si j'étais pas la meilleure, j'étais pas la pire, j'ai toujours été vraiment euh, dans le ventre mou, on appelle ça, dans la fourchette moyenne haute, tu vois. Mais il y avait beaucoup de conseillers qui faisaient moins leurs chiffres que moi, et d'autres conseillers qui faisaient vraiment des gros chiffres, c'était des cadors. Mais moi, étant donné que je ne voulais pas vendre en dehors de je voulais vendre avec conviction. C'est-à-dire que je voulais impérativement que ce que je propose à un client, ça lui convienne. Sinon, je lui proposais pas. Donc, je Ça lui savais que sert, bah, je vois ce que tu veux dire. Tu c'est voulais pas ça. être une vendeuse, hein, une Non, conseillère. non, non, j'avais vraiment l'aspect conseiller très à cœur. Je prenais ça vraiment, vraiment très, très à cœur. Et donc, il y avait tous ces aspects-là qui faisaient que, en dehors du boulot, je ne m'épanouissais plus. Et en plus, en termes de moulage, je m'y retrouvais pas, en fait. Si on parle pratico-pratique, en termes financiers, d'argent que je recevais sur mon compte en Ah, banque, je m'y d'accord. retrouvais pas, en fait. Je trouvais que j'étais pas super bien payée, et je travaillais comme une dingue. Mais D'où pourtant, c'est dans une banque d'investissement. Bon, je sais que les conventions collectives des banques sont très Non, intéressantes. j'ai quitté la banque d'investissement. Ah, La donc banque là, c'était une banque d'investissement, traditionnelle. c'était une banque traditionnelle. J'ai quitté la banque Mais il y d'investissement a pas mal parce que d'avantages, quand même. intérim, ça m'intéressait pas. Partir 9 semaines en vacances, ça m'intéresse pas. Moi, je suis une Maintenant, bosseuse. il y a des avantages pécuniaires, t'as Oui, des primes. Et en plus, je pense que toi, t'avais une prime variable aussi. t'as des primes, mais enfin, franchement, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les primes, déjà, t'avais des primes beaucoup à la tête. Moi, j'étais pas la plus mal lotie en prime, mais c'était pas énorme par rapport à D'accord, ce que je voulais. Et puis, moi, j'étais conseillée à Versailles. À Versailles, les gens, ils gagnaient d'accord. bien leur vie. Là-bas, en fait, j'étais pas mal payée. Je gagnais 2 200 € à peu près, entre 1 900 au début et 2 200, je crois, sur la fin. J'étais pas mal payée. Sauf que quand tous les jours, tu reçois des gens qui gagnent 4 000, 5 000, 6 000 €, il y a un moment, tu te dis, les Mais après, calculs quand ne tu sont sais ce pas que bons. tu leur as vendu et ce que ça va rapporter à la banque, forcément, tu veux ta part. Ouais, mais moi, comme je n'étais pas en train de compter ce que je vends ou pas, c'est je regardais le temps que je mettais, en fait. Je travaillais, parce que l'agence, elle ferme à 17 h, mais faut pas croire, les conseillers, ils partent jamais à 17 h. Moi, je partais à D'accord. 20 h. Des fois, je partais à 19 h. Je travaillais le samedi. Enfin, c'est des horaires de dingue, c'est une abnégation. Tu regardes des dossiers encore et encore. Enfin, tu bosses. Et pour gagner 2 000 €, j'avais été déçue. Et en plus, j'avais pas l'impression que les 2 000 € allaient se transformer facilement en 4 000 €. Donc, en fait, j'ai commencé à regarder ma Ah, vie, tu visais déjà un chiffre, hein. mais parce que depuis toute petite, c'est toujours la même chose. Je voulais gagner bien ma vie, en fait. Je voulais
payer mes rêves, en fait. Et oui, avec t'as pas fait 2000 tout ça pour euros, gagner 2000 balles. c'est ça. À Paris, tu t'en sors pas. Tu payes 800 euros un loyer, tu payes le Navigo 90 euros maintenant. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas. Il te reste quoi? Un reste à vivre Ah oui, parce qu'en de... Île-de-France, c'est pas évident. Ça peut paraître beaucoup pour des personnes de 1000 euros net ou quoi, ou un peu plus, mais en Île-de-France, c'est très très compliqué. C'était ça, en tout cas, voilà, en termes de revenus, ça ne m'allait pas. Et puis, les clients, je les recevais, je voyais qu'ils gagnaient 4000 euros. Des fois, je voyais des clients plus jeunes que moi, euh, pas tellement plus smart que moi, qui gagnaient tellement mieux leur vie. Je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là Jusqu'au que tu jour t'es où, dit, je vais aller faire autre chose. non, non, en fait, à ce moment-là, je me suis pas encore dit ça. À ce moment-là, en fait, je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré un garçon qui gagnait 4000 euros. Gros hasard, hein, tu vois, tu te dis pas, je vais viser que les mecs riches ou quoi qui Ah, il font y a des des gens qui se disent conquêtes. ça. Ouais, non, non, moi, franchement, moi, je galérais déjà dans mon célibat, là. Vraiment, j'étais en train de m'y virer dans mon célibat. Donc, le premier qui me donnait l'heure, j'étais déjà contente. Et il s'avère que le premier qui me donnait l'heure, qui enfin me plaisait physiquement parce que j'avais quand même mes critères et qui était intelligent et intéressant, gagnait entre 4 et 5 000 balles par mois. Je l'ai appris après, hein. Genre, on était déjà en couple depuis longtemps. C'est quand on s'est mis ensemble, quand on s'est dit qu'on allait choisir un appartement, que chacun sort ses fiches de paie. Je dis, mais Ok. je suis avec un golden boy et je sais pas. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais chérie, tu fais quoi bien, bien, bien là? Explique-moi bien ce que tu fais dans la vie parce que on travaillait tous les deux pour la même boîte en plus. C'est-à-dire qu'on En travaillait pour la plus, même d'accord. banque. On travaillait pour la même banque, sauf que lui, il était dans le service informatique, là où moi, j'étais dans les agences, tu vois. Donc, je Ok, dis, ça gars, arrive. chérie Coco, toi et moi, on travaille pour le même employeur. Je souffre avec mes 2000 euros là, et toi, tu gagnes le double. Explique-moi ce que tu fais. Explique-moi comment tu as fait. Surtout qu'à la maison, c'était moi qui gérais tout. L'administratif, c'était moi. La vision, c'était moi. Les projets, c'était moi. Il y avait plein de trucs que je lui expliquais. Donc, j'avais fini par me dire, mais le gars là n'est pas tellement plus smart que moi, tu vois. Donc, si lui, il fait 4000 balles, moi Je aussi, peux. je peux faire 4000 balles. À cette heure-ci, on n'a plus le time, tu vois. Elle me dit, tu vois, le mec, quoi, genre, non, mais écoute, bébé, moi, je suis ingénieur en informatique, je fais ci, je fais ça, je travaille avec une console, c'est compliqué. Toi, en plus, tu as des problèmes avec les maths. Donc, tu vois, toutes mes difficultés, là, il les savait, tu vois. Donc, en gros, t'as travaillé beaucoup pour en arriver là, mais des fois, c'est une question de génie. Non, mais c'est pas, Sous-entendu, je vois pas le rapport avec les maths non, mais déjà, parce qu'on nous fait après, croire des trucs, mais, non, hein. mais rien à voir. Et puis T'es en après, finance, donc, c'est pas en non, mais, informatique, des maths. et puis rien à voir, tu vois. Et après, c'est comme ça que je le vivais. Lui, tu lui demandes son avis, il te dira pas que c'était comme ça, mais vraiment, c'est comme ça que je le vivais. Et franchement, je l'ai pris pour un défi. Genre, toi, tu crois que moi, je peux pas devenir informaticienne? Genre, toi, tu crois que moi, je ne peux pas devenir ingénieur en informatique? Ok, watch me, tu vois. Clairement, regarde-moi faire. J'ai démissionné du jour au lendemain parce que, en plus de ça, dans le boulot, comme je disais, je me sentais pas valorisée. Des fois, j'étais humiliée. T'avais des clients, ils voulaient pas me serrer la main parce que j'étais noire. Waouh! On me Attends, faisait pas forcément. attends. Tu te fous de moi? Sérieux? J'étais à Versailles. Et J'étais à alors? Versailles, On est en chérie. France? Oui, mais c'est un autre. On est en France. Toi, t'es en Il y avait Île-de-France. pas le Covid, hein, pour dire je te serre pas la main, Non, hein. non, non, non. En Normandie, c'était des choses assez courantes. Moi, j'étais pas plus que ça choquée, en fait. Le D'accord. racisme, moi, je l'ai toujours vécu. J'ai grandi en Ah, c'est vrai que Normandie. j'ai pas grandi en Bah oui, province. j'ai grandi en province où j'étais parmi les seuls noirs. Dès que j'arrive au lycée, on veut me dégager. Enfin, non, non, non. Le racisme, c'est quelque chose que j'ai complètement intériorisé. Donc, le fait qu'ils veuillent pas me serrer la main ou que on veuille pas me faire confiance et ci et ça, parce que je suis noire, j'étais pas en train de me dire oh mon Dieu scandale. Je me disais juste bon ben j'espère qu'il y aura d'autres clients qui vont pas s'arrêter à ma couleur de peau et qui vont me faire confiance. Mais toutes ces douleurs et ces micro-humiliations pour un salaire où moi je m'y retrouve pas, j'étais en train de me dire que ça vaut peut-être pas le coup. Donc clairement, un jour au boulot, c'était une humiliation de trop, c'était une douleur de trop. Euh, je rentrais à la maison, j'ai démissionné, j'ai écrit ma lettre de démission, j'ai dit je me barre, j'arrête. D'accord. Il y Sans en a marre. projet. Si, moi je voulais être ingénieur en informatique parce que au boulot j'étais humiliée, mais à la maison j'avais pas l'impression que je pouvais trop l'ouvrir, tu vois. Et moi je suis quelqu'un qui Ah aime oui, il y pas avait le fermer sa défi. bouche. Madame est insolente, don't forget. Donc
Et donc du coup, je la ramenais pas parce que j'étais pas celle qui pouvait trop la ramener. J'étais pas le cerveau du couple. Au boulot, ça n'allait pas non plus. J'étais malheureuse, j'étais mal dans ma vie et en plus de ça, malgré tous les accomplissements que j'avais déjà faits, ça laisse des traces quand on te répète tout le temps que t'es nul, quand à chaque fois t'es à la limite d'échouer. Tu vois ce que je veux dire? Ça laisse des Bien traces. sûr, Donc tu j'avais finis par pas le temps l'intégrer. j'avais complètement intériorisé que je ne valais plus rien, que j'étais nulle, que j'étais pas intéressante, qu'il y avait rien qui allait. Donc finalement, comme j'avais rien à perdre, je me suis dit pourquoi pas. Et puis en plus, ça c'était hormis le couple, j'avais toujours cette appétence pour l'informatique. J'étais curieuse. J'avais créé un blog quand j'étais en école de commerce, sauf que j'avais eu honte, je l'avais jamais publié en fait. Mais Ah, d'accord. j'avais déjà créé un blog. J'étais très attirée par les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'attirait en fait l'informatique, sauf qu'il n'y a pas d'ingénieur en informatique dans ma famille, il n'y a pas d'informaticien. Donc moi je me disais que ces experts hyper intelligents qui ont tous fait des écoles d'ingénieurs alors que moi je suis nulle, c'est pas à ma portée. Sauf que là j'en avais un sous la main. Il était à la maison. Je rangeais ses caleçons, je plaçais son balai, je lavais son lit et je savais qu'il était pas plus intelligent que moi. Donc Mais du coup, comment littéralement, il a pris cette démission plus la reconversion? il a détesté la démission parce qu'en plus moi j'ai un problème, j'avais peur de l'insécurité me gênait. Donc il a détesté la démission, mais c'est pas tellement la démission qu'il a détesté, c'est le fait que il était à l'étranger et il est revenu, il était en déplacement professionnel, il est revenu, sa go était au chômage. Tu vois, D'accord. et à aucun moment il était au courant de rien du tout, tu vois. Donc il a trouvé ça Parce que là, vous viviez ensemble, hein. on vivait ensemble, ouais. Et le truc c'est que il y avait cet aspect impulsivité, c'est l'impulsivité en moi qui a parlé, tu vois, et le ras-le-bol. Et en plus, je savais que si je lui disais, il allait essayer de me convaincre que non, fais un CIF, fais un DIF, fais je sais pas quoi comme formation, va tâter le terrain pour être sûr, tu vois. Donc, je voulais pas que qui que ce soit m'empêche de réaliser mes rêves. Parce que dans le pire des cas, je revenais à la case départ, je redeviendrais conseiller, tu vois. Et donc, il est revenu, j'étais au chômage et j'avais calculé, c'est-à-dire que le plan, il s'est fait rapidement. J'ai trouvé une école, ça voulait me coûter 3 000 € de payer ma formation pour passer le BTS pour devenir programmeuse. Et je me suis dit, c'est de la programmation, c'est Ah, donc ça qui me fait kiffer. programmeuse, donc tu savais déjà ce que tu allais faire. Donc c'est Exactement, du développement, hein. exactement. Et il fallait que toi tu payes l'école. Bah oui, Après, parce t'as plus de que boulot et t'as plus de revenus. non, j'avais économisé quand même, mais j'avais économisé de l'argent et surtout quand tu démissionnes, à l'époque, tu avais droit à rien. Donc après, tu as tous les gens qui sont T'as là vu? qui te disent, qui me conseillaient de faire abandon de poste, comme ça, tu as au moins tes indemnités chômage. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'entier et en plus honnête. Je vais pas abandonner mon poste, tu vois, pour gratter 1000 € ou 1900 € que j'aurai l'impression que je n'ai pas mérité. Donc non, on saute dans le vide. Donc j'ai Ah, mais t'as littéralement pas mérité non plus de partir en démission sans aucune indemnité, hein, parce que c'était un c'est choix. Pour discriminé. moi, Ouais. franchement, dans ma tête, c'était à partir du moment où c'est mon choix, j'avais mes économies de côté. Je comptais même pas sur mon ex pour m'aider à l'époque. J'avais mon goal et surtout, j'étais en mode, je veux être programmeuse, je crois en moi. Et il y a un examen à la fin de cette école. En plus, c'est une formation courte, c'est un bootcamp de 3 Ce mois que j'allais demander, intensif. c'était combien de temps? C'était un bootcamp de 3 mois intensif. Et après les 3 mois, tu passes un examen. Tu réussis l'examen, ça veut dire que tu as capté quelque chose. Tu rates l'examen, ça veut dire que c'est pas pour toi. Tu vois, moi, après, je suis quelqu'un de manichéen. C'est soit blanc, soit noir. Donc, je me suis dit, on va tout donner, on va tout Ça va, tu tester. t'engageais pas non plus sur 2 ans, donc si c'était Non, 3 mois. j'avais déjà 28 ans. On n'a pas le D'accord. temps. J'avais plus le temps, là. C'était vraiment que des trucs hyper courts. Donc, j'ai fait le bootcamp en Et eux, ils formation. t'ont pris sans a priori par rapport à Tu ton payes. profil? Tu payes. Ok. C'est une école où tu payes et Ah oui, il y en a même après, quand tu payes, ils te sélectionnent, hein. oui, oui, oui. Après, pour moi, la sélection, c'était l'examen. Et puis après, l'examen, c'est le marché du travail. Tu vois, Bien sûr. c'est pas le bénévolat. Donc, je me suis inscrite, j'ai payé, je continuais de payer mes factures à la maison. C'était vraiment 50-50. J'étais à fond dans mon truc. Mon ex, il y croyait pas C'était trop, hein. 50-50 alors que t'avais plus de revenus. Ouais, non, mais, Et qu'avant, tu gagnais moitié moins. oui, mais tu sais, les On en femmes, reparle, hein, de la non, gestion mais, de l'argent dans les couples, hein. non, mais c'est de l'ego. Après, j'ose espérer. Là, j'aime bien faire la fille qui se vante un peu, mais j'ai retravaillé sur mon ego et il y a des choses sur lesquelles c'était pas, je referais pas forcément, mais on avait pas mal de problèmes dans notre couple. D'ailleurs, on s'est séparés après, hein, on s'est séparés. Mais pour moi, c'était un acte militant de payer mes factures, Je vois même ce que au tu veux dire. chômage.
Tu vois, même et surtout au chômage, c'est un acte militant de continuer à assumer ces factures-là. Et donc, non, j'ai travaillé comme une dingue. Mon ex, il croyait pas, au début, du moins. Il croyait pas en ton projet? Non, mais il me soutenait parce que tu vas soutenir ta go quand même, tu vois. Mais non, il croyait pas tellement. Mais bon, il me regardait me réveiller à 5 heures du matin, il me voyait travailler comme une dingue. C'est-à-dire que mais il t'aidait? Ou tu t'avais pas demandé non, d'aide? parce que pour le coup, lui, il faisait même pas de programmation. Lui, il était dans un autre, parce que l'informatique, D'accord. c'est vaste, en fait. Tu peux faire plein de choses. Et lui, il était pas programmeur. Donc, non, il pouvait pas m'aider. Ah, ça aurait été mon rêve. Mais, non, il pouvait pas m'aider. Et donc, du coup, il regardait de loin, tu vois, sa copine se réveillait à 5 heures du matin, travaillait comme une dingue. Et en plus, enfin, j'étais, le chômeur le plus actif, en fait. C'est-à-dire que je travaillais je m'étais inscrite dans plein d'associations. J'avais fait aussi Waouh. l'école de The Family Lyon le week-end, enfin tous les jours je travaillais tout le temps, 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 tout le temps. Et c'était plus ça le problème, c'est-à-dire qu'ils me voyaient plus. J'étais là, mais j'étais pas là. Mais j'étais déterminée, tu vois, j'avais un goal à atteindre. Et à la fin des 3 mois, j'ai passé l'examen, je l'ai réussi, j'ai réussi le BTS. Donc j'ai refait mon CV et Ah, je suis c'était un partie. BTS. Ouais, alors que j'avais déjà un Waouh. bac plus 2, mais Ouais. c'était niveau BTS. Et Ah, mais c'est bien. Ouais. et donc du coup, c'est pas grave après, tu vois, c'est parce qu'en France on aime les diplômes, tu vois, mais en vrai, c'est pas le diplôme qui compte, c'est vraiment le Non, mais ce que niveau, je veux dire, enfin c'est que on parle d'école payante, mais en fait, il y avait quand même un titre reconnu derrière, en fait. oui, il y avait un C'est titre important aussi de reconnu le dire. derrière et c'est comme ça qu'après je me suis vendue. Et puis j'ai trouvé rapidement du travail en plus, hein. Ah, C'est-à-dire d'accord. j'avais fini. Ah oui, oui, lui il était là en se disant, on se demandait comment est-ce que j'allais être accueillie sur le marché du travail parce que des Ouais. profils comme Pas les miens, j'en avais pas d'expérience. On recommence à rien du presque tout. 30 ans et ouais. C'est ça. Mais après, j'avais créé un site web que j'avais programmé entièrement toute seule. Quand j'arrivais devant les recruteurs, ok, j'avais pas fait une école d'ingénieur, mais j'avais un site web à montrer. Je pouvais montrer mon code. Je T'avais un pouvais book, quelque chose à proposer, c'est bien, ouais, pour exactement, et pouvoir je ton pouvais travail. expliquer chaque ligne. Je pouvais expliquer chaque ligne de mon code. Donc, du coup, ça n'a pas du tout été difficile de convaincre un employeur. Et donc, littéralement, quoi, 15 jours après, j'avais trouvé du taf. 15 Sauf jours après que ton examen? Et alors l'argent? justement, je trouve un travail payé à l'époque, c'était 30 000 euros à l'année. Faut savoir qu'en banque, j'étais à peu près à 35, 36, avec les primes peut-être 37 ou 38. Donc là, moi, je voulais pas redescendre trop bas. Donc, et puis j'étais vieille, et puis j'avais des Donc factures à à l'année, payer. ça fait 2500 bruts, on va dire Donc, 2000 net. et donc en fait, eux, leur grille salariale, c'était qu'ils avaient pour un développeur junior une enveloppe de 25 000 euros à l'année. Quand ils m'ont reçu, je sais 25K? pas, C'est en quelle année 25K. ça? Ah Ça oui, existe non, pas? mais c'était il y a à peu près 7 ans, je crois maintenant, ou 5 ou Ah, 6 ans, je d'accord. sais plus, mais à l'époque, c'était 25 ans pour recruter un développeur junior. C'était une petite start-up qui marchait bien, mais bon, voilà, ils avaient pas trop de budget. Et c'est aussi pour ça qu'ils cherchaient des développeurs un peu atypiques. Ils étaient C'est une prêts à me start-up, donc c'était en former. interne, c'est pas une boîte de conseil ou quoi que ce soit. Non, Et non, ok, c'était en interne. Et ils étaient prêts à me former vraiment de A à Z, parce qu'en 3 mois, tu connais les bases, mais tu sais pas tout, tu vois. c'est les Et, sacrifices du début, ok. Donc je ouais, comprends. ouais, donc pour le coup, mais moi je connaissais pas leur fourchette. Donc quand après il a fallu parler prétention salariale, ils m'ont dit oui, nous on a une enveloppe entre 25 et 28K. Je leur ai dit écoutez les gars, j'ai fait des sacrifices, j'ai sacrifié trop de choses. En dessous de 30K, au revoir. En Ah, fait. j'adore une femme qui négocie son salaire. Ah oui, non mais ça, Merci, mais pour merci. moi en fait c'était même pas une question de négociation. Je j'ai pas pris une voiture là depuis Versailles pour me déplacer pour un salaire où il y a pas d'intérêt. Donc en dessous de 30K, je vais continuer à aller me chercher dans l'océan en fait, tu vois. Point. Et donc du coup le mec il me dit OK, dommage, il part. Après il me rappelle 3 jours après que non mais en fait je réfléchis, c'est toi que je veux. 30, je signe. Je dis ah bon, OK, Ah, fine. Il y a pas à négocier, j'arrive. Pôle emploi, entre-temps, je m'étais réinscrite, me rappelle que non, mais on aime bien votre profil. Si vous avez, on a une formation niveau master sérieux? qu'on vous Ok. finance. On vous finance la formation niveau master. On vous donne un emploi parce qu'on a des partenariats avec des entreprises. Attends, Donc, t'avais pas d'indemnité, mais tu t'étais réinscrite et en fait, ils te proposent une formation tout frais payé en en master. fait, quand j'ai démissionné, tu t'inscris au Pôle emploi, mais t'es pas vraiment un employeur. Enfin, t'es pas vraiment un chômeur parce que de toute façon, t'es pas indemnisé. Et tu as un délai de carence de 4 mois. Pour Ouais. savoir, je pense que c'est pour, je pense que c'est pour être sûr que t'as pas démissionné pour prendre Non, je les pense que c'est pour indemnités peut-être qu'ils t'ont chômage. fait un recours alors parce que t'as 4 mois justement d'attente pour avoir un Ouais, recours.
Ouais, pour avoir un recours. Sauf que moi, pendant les 4 mois, j'avais ma mission à faire. Donc, j'ai Et toi, passé t'as mon bougé, quoi. BTS, Tu t'es j'ai fait bougé, plein ouais. de trucs. J'ai appris, parce que il y avait pas que le BTS que je faisais à côté. Je faisais plein de certifications. Open Classroom, j'en ai bouffé à fond. Donc, j'étais vraiment déterminée. Donc, en fait, 4 mois, c'est passé hyper vite. Donc, en fait, après, je suis passée en commission, pour être, en fait, un chômeur ou un demandeur d'emploi classique. Et c'est eux qui décident, en fait. Mais quand ils ont vu mon dossier, j'avais déjà passé un diplôme parce qu'en plus, du coup, là, j'avais des choses à montrer, un diplôme, un site web, une vraie reconversion, un projet construit. Ils ont dit non, mais attends, on peut t'aider en fait. Ça fait Ouais, 3 ils se mois sont dit, que elle a démissionné, mais c'était pas pour rien faire, en fait. C'était c'est pour ça. un Non, projet précis. exactement. Et à l'époque, la loi Macron là de démission pour la reconversion professionnelle n'existait pas en fait. Tu Non, vois, du tout. les gens comme Normalement, moi t'aurais n'avaient rien rien. dû avoir. Hein. J'avais rien. Les gens comme moi, ils n'avaient pas de voix en fait. C'était même pas valorisé. Personne se reconvertissait à l'époque. Moi, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais me reconvertir, ma mère a envoyé des gens d'Afrique pour m'appeler, pour me demander si j'étais pas devenue folle, pour prier pour moi, pour me remettre dans le droit chemin. Tu te rends compte? Une Elle a noire dit, qui mais quitte qu'est-ce un... qui lui prend celle-là? Non mais Elle une avait femme enfin son noire, CDI. c'est Pourquoi ça, elle fait ça? Ouais, je comprends. C'est une notre noire génération. qui quitte un CDI à la banque. Ça va pas? Un CDI? Fonctionnaire presque. Ma mère, c'était la consécration, c'est-à-dire que non seulement dans ses rêves les plus fous, elle imaginait pas sa fille cadre dans une banque, mais en plus, tu décides de quitter tout ça pour aller faire ingénieur en informatique alors que tu sais pas compter. Toi, je leur ai dit pareil que ce que je disais à celui que j'avais à la maison. Laissez-moi tranquille. J'ai des Bien sûr, goals c'est à ta vie. atteindre. C'est ça, j'ai des buts à atteindre. En fait, j'ai pas le temps pour vous. Il y aura que l'échec qui me dira, Vanessa, t'as raté, rentre à la maison ou rentre au bercail faire ce que tu faisais. Donc, tant que moi, je voyais pas de porte, je continuais. Donc, j'ai réussi mon examen, j'ai trouvé du travail. Pôle emploi m'appelle et me dit, on vous fait faire une formation, on vous finance la formation et en plus, vous avez un CDI à la clé. Donc, je vais à l'entretien parce que bon, j'ai rien à perdre. J'avais déjà un job en plus. Donc, là, vraiment, Et t'avais j'arrive. commencé depuis combien de temps ton job? J'avais pas encore commencé parce que Ah, c'était d'accord. vraiment une histoire de quelques jours. C'est un Le truc de mec, il fou. m'a appelé lundi pour me dire je te prends. Le Pôle emploi m'appelle mardi. L'entreprise m'appelle toujours mardi et je passe l'entretien mercredi parce qu'en plus les gens tout le monde était pressé, tu vois, on cherchait des développeurs dans tous les sens. Donc et je devais commencer dans mon vrai job la semaine d'après. Tu vois, parce que j'avais quand même Ok. demandé quelques jours de vacances histoire de me reposer parce que c'est du taf en fait tout ça, tu vois. Je t'ai dit, j'étais le chômeur le plus occupé de l'univers, j'avais jamais vu ça. Et donc du coup, je vais à l'entretien au cas où et je tombe sur un directeur de projet, donc je lui explique mes projets, moi je me vois dans l'informatique, c'est fini la banque, je vais révolutionner le monde de l'informatique. Bref, je me vends comme never et le gars, Comme pour la première ES. c'est ça, mais je suis habituée. Tu vois. Donc là, j'avais des choses à prouver, tu vois. Donc, le gars, il me regarde, dit, bon, je sais pas ce que tu vois en programmation, mais je t'embauche, on sait jamais. Et donc là, je Sérieux? fais la D'accord, ok. formation. Franchement, ça c'est pas. Et en plus, je dis, c'est combien? On me dit 36K. Donc, en même pas Waouh, 3 ouais. jours, j'avais déjà récupéré 6K en 5 plus. 000 euros, tu vois. Donc, j'appelle l'autre pour lui dire, écoutez, Attends, franchement, parce que la formation t'est payée, tu commences à travailler direct, en fait, puisque c'est un partenariat. c'est un partenariat. Donc, je fais la formation niveau master. Et dès Ouais. que je finis la formation, j'ai une certification et je commence à taffer. Donc, t'étais à temps plein sur la formation. J'étais à temps plein sur la formation encore. Donc là, je finis la formation niveau BTS et je passe une formation niveau master. Donc je me retrouve avec en plus un deuxième, entre guillemets, master, tu vois, sauf que c'était master 1, pas un master 2. Et en plus, à la clé, j'avais un CDI. Tu vois, j'avais pas de Avec ton même niveau de rémunération que dans ta banque, en fait, au final. Ouais, Tu récupères ton salaire. c'est-à-dire qu'en 6 mois, j'avais récupéré presque tout ce que j'avais perdu. Donc, tous les gens qui me disaient que j'avais trop perdu et j'avais rien compris à la life, j'avais même pas le temps d'aller leur dire, ah, je vous avais bien dit, tu vois, non, tu dois quand même faire tes preuves. Et j'étais plus insécure que jamais. À la maison, mon gars me croyait pas. Dans la famille, on me croyait pas. Donc, j'avais mes preuves à faire. Et donc, ce qui était marrant dans cette formation-là, c'est que je m'étais tellement battue pour réaliser à nouveau ce rêve que moi, j'étais contente d'être en formation. C'est un cadeau. J'allais tous les jours à l'école. En plus, j'aime apprendre, mais en me disant Dieu merci, tu vois. Et je me retrouve avec des petits camarades. Ouais, c'est nul. Oh, le prof, il est naze. Et patati et patata. Mais tu sais, des petits ingrats, tu vois. Donc franchement, et en plus, quand ils m'ont dit 36 000 euros, ça correspondait à peu près à ce que j'avais avant. Donc j'étais hyper contente. Donc on me donne la formation, on me donne la certification, Ça on a me duré donne combien le de temps?
Ça a duré 3 mois, pareil. En 6 mois, j'avais Waouh! Ah l'équivalent ouais, d'un hyper master. intense, hein. Hyper intense. J'avais le cerveau laisse tomber. J'ai bossé comme une folle. Et tout ce qu'on me donnait, moi, non seulement je disais oui, mais en plus je disais merci. Et T'étais contente? j'étais contente. On me donne le numéro de mon directeur de programme qui va être mon boss en fait. Moi, je l'appelle pour lui dire merci, vous me faites confiance, je suis heureuse. Tu vois, en fait, c'est après quelques mois que j'ai appris que j'étais la seule à l'avoir appelé pour le remercier. Tout le monde trouvait ça normal, tu vois, qu'on les prenne. Moi, je me retrouve donc programmeuse. Donc mon ex qui au début me regardait d'un air très dubitatif, là j'ai du soutien à la maison. Ma mère, mais j'ai toujours su ma fille que t'étais brillante. Non mais vraiment, toi mon enfant, tu es Finalement, non mais c'est dingue j'ai à toujours quel cru en point. toi. Non mais c'est ça, à quel point en fait l'adhésion vient quand en fait on n'a plus besoin, tu vois. Et donc moi je me retrouve programmeuse à travailler sur un projet, à me donner à fond, à tout donner, à être hyper contente, tu vois. Et c'est comme ça que je travaille. Et sauf qu'entre-temps le couple ça va plus. Je sais pas forcément comment me positionner à la maison. Je lui en veux parce qu'il m'a pas soutenue. J'ai l'impression qu'à cause de lui j'ai galéré, tu vois. Et en plus j'avais mon ego. Et puis enfin bref, on avait plein de problèmes. Ça n'allait plus. Finalement, un beau jour, il me dit, écoute, de toute façon, tu peux pas payer le loyer. T'es en période d'essai. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Quitte la maison. Waouh! Et après, il y avait aussi le truc, moi aussi. Hein, oui, j'en ai marre. Si tu continues de mal me traiter, je vais partir. Là, en fait, voilà. Pars. Ouais, mais tu pars, mais toi, t'es dans la situation que d'autres femmes vivent aussi, c'est que je quitte pas mon conjoint parce que sinon je vais me retrouver dans un état de pauvreté ou dans la galère et Ouais, mais sauf que j'avais trop la bouche et j'ai payé en fait. Tu vois. Et c'est t'as une trop la bouche, mais excellente. après tu peux pas rester si ça va plus, hein. Mais c'est une excellente leçon d'humilité. J'ai appris l'humilité. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir te donner de la force là où personne ne t'en a donné, mais il faut pas basculer dans l'arrogance et basculer dans la prétention. Je te raconte le truc comment je le vivais à l'époque, tu vois, mais Pour moi, c'est maintenant. pas de l'arrogance, c'est juste que ça va plus. T'es une femme indépendante, t'es intelligente, tu travailles toi-même, tu gagnes. C'est pas quelqu'un qui te donne son argent, tu travailles pour l'avoir, donc c'est normal que tu sois au même niveau que monsieur. Il y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, hein. Évidemment, oui, 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 ça c'est des choses que j'ai déconstruit après, tu vois, là je te raconte à l'époque comment c'était, tu vois, et bien sûr que c'était injuste, parce qu'en plus quand il m'a mis dehors là et qu'il m'a expliqué Mais que comment ça, il t'a mis dehors? Attends, vous aviez un bail à deux? oui, mais on avait un bail à deux, mais ça n'allait plus. Donc, il fallait que l'un des deux parte. Pour moi, mes parents sont venus me chercher. Ça, c'était la marche de la honte. Ils viennent me chercher avec mes bagages, mes valises. Wow. Je me retrouve à rentrer chez ma mère. Je suis en période d'essai. Je sais pas si on va me garder. C'était les moments les plus difficiles. Et là, lui, il faisait le fier. De toute façon, c'est fini. Je t'aime plus. Débrouille-toi, patati patata. Donc, franchement, je me suis battue pour bosser. Je me suis battue pour faire mes preuves et j'ai validé ma période d'essai. J'ai eu un CDI et là je me suis dit bon ben il est temps de quitter le foyer là, papa Et maman là, on se t'as pu barre, reprendre un tu vois. appartement. Et donc là non, là pour le coup je voulais même pas un appartement, j'avais décidé d'acheter un appartement. J'ai Ah, décidé on que y cette vient. fois-ci on va être propriétaire parce que en plus l'autre truc aussi qui était un peu tordu c'est qu'en fait à l'époque j'étais déjà propriétaire. J'avais Quoi? pendant mes années de galère en banque là, j'avais acheté mon premier appartement. Et d'ailleurs, il y avait cette histoire d'achat de premier appartement qui avait aussi créé des problèmes dans le couple. C'est-à-dire que mon ex était déjà propriétaire, mais mon ex en fait, je l'idolâtrais, je voulais être comme lui, je voulais être lui. Tu vois, Oui. donc je voulais faire le même travail que lui, je voulais gagner le même salaire que lui, je voulais avoir un appartement comme lui, je voulais être à son niveau, tu vois. Et bien évidemment, maintenant, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça que je pensais à l'époque, tu vois. Toi, t'as acheté ton appartement quand t'étais en banque, quand t'étais conseillère en banque, toute seule. Et toute seule. Lui aussi, il avait déjà un appartement quand vous êtes Exactement. connus, tout seul, et vous Oui. avez emménagé en location. C'est-à-dire que lui, il avait déjà un appartement quand on s'est connus, mais il voulait pas vivre dans cet appartement, donc il a mis en location. Et donc on a décidé, et moi je n'avais pas encore d'appartement, donc on a décidé de se mettre en couple dans un appartement à louer. Quand on était en location dans cet appartement-là, moi j'ai eu envie de faire comme lui, de moi aussi acheter mon propre bien. Comme ça faisait power couple. Tu vois, moi je regardais Jay-Z et Beyoncé, lui c'était mon Jay-Z et moi j'étais sa Beyoncé. Sauf qu'en fait ça le fait pas. Le mec il me dit, écoute, toi t'es en couple, tu veux acheter un appartement, il faut qu'on achète à deux. Bah non, parce que lui, il a bien son appartement, donc c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de tout faire ensemble. On peut avoir des projets ensemble, il y a pas de souci. Mais ça, c'est ton projet Évidemment. perso. Et puis surtout, moi, je voulais du soutien, en fait. C'est-à-dire qu'il était content d'être propriétaire d'un bien. Moi aussi, Oui. je voulais avoir mon truc à moi. Il peut te Et montrer comment on pourquoi pas? fait, et voilà. C'est ça.
C'est ça, oui, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et l'autre, le troisième, ce serait notre projet à tous les deux. Mais on Totalement. partait d'un niveau d'égalité, c'est-à-dire que je me sentais tellement basse par rapport à lui que j'étais dans une quête D'accord. d'égalité. Je voulais être à son niveau. Sauf que cet appartement a cristallisé plein de problèmes. Il considérait que parce que j'étais en couple, j'avais économisé l'argent du conjoint, j'avais économisé c'était Mais avec que tu gagnais quoi? c'était avec une partie de son argent. Sauf que, in fine, pour Une ce partie de projet, son argent, mais lui, son appartement, il le paye bien, non? mais bref, in fine, Enfin, ce projet-là a été 100% neutre. Je n'ai pas eu à mettre 1 euro d'apport. C'est-à-dire que je suis partie voir la banque, j'avais de l'argent, et la banque m'a dit, garde ton argent, on finance à 110%. À 100%. Donc, d'accord, c'est ça. 110%, ouais. Donc, en fait, il n'y avait pas de sujet à la maison. Tu vois, enfin, pour moi, il n'y avait pas de sujet. C'est pas cet argent-là qu'on a économisé. Et c'est toi qui remboursais ton prêt, de toute façon. Enfin... Oui, c'était moi qui remboursais mon prêt toute seule. En plus, de l'argent. C'était un locatif. C'était les locataires qui allaient payer. Mais il y avait. Mais pourquoi t'as pas emménagé dans cet appartement quand vous êtes séparés? Parce qu'en termes de géographie, c'était pas possible. L'appartement était vraiment trop loin en Île-de-France par rapport à là où on travaillait. Ah, tu as acheté en Île-de-France, mais ok. C'est ça. Et en plus, quand je te parle de soutien, tu vois, il y avait le fait que le mec, il me dit, non, mais attends, t'achètes un appartement toute seule, mais tu pourras jamais le gérer. Tu sauras jamais trouver un bon locataire. Tu sauras jamais t'en occuper. Tu sauras jamais faire ci. Bref, une fois de plus. Non, mais on a évolué de ce côté. Vraiment, on est en paix, lui et moi. Mais à l'époque, c'était ça, tu vois. Et une fois de plus, comme dans mon cadre de reconversion, je t'ai dit, ça, c'est l'histoire de ma vie. Comme si vous étiez comme des concurrents, c'est dommage, en fait. Au lieu de s'élever l'un et l'autre et être plus forts ensemble, en fait. Ouais, non, mais c'était ça. J'avais l'impression d'avoir mon ennemi à la maison. Et parce que moi, j'ai plus d'intérêt. Ouais, moi, j'ai plus d'intérêt à que mon conjoint, il évolue vers, voilà, que ça puisse, son patrimoine puisse augmenter, et que lui aussi, il a plus d'intérêt que moi aussi, mon patrimoine puisse augmenter, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qu'on connaît pas. Enfin. Mais surtout, tu vois, il y avait le truc, c'est que lui, il avait 2 projets. Littéralement, pour cet argent-là, j'avais à peu près 17 000 euros, et il y avait 2 projets. Soit je m'achète mon appartement à moi toute seule, soit on passe devant le notaire et je deviens propriétaire de l'appartement que lui il avait. Ça, c'était lui. Tu rachetais des parts, ok. Je rachetais des parts, sauf que ça coûte 10 000 euros en fait. On avait calculé, ça coûtait 10 000 euros à l'époque. Que tu rachètes des parts? Oui. Donc je vais mettre le même montant d'apport pour être propriétaire de un bien à 2, plutôt qu'acheter un autre bien à nous 2. Enfin, tu vois, les calculs sont pas bons une fois de plus. Je lui dis, moi, je sais peut-être pas compter, mais là, sur ce coup-là, mes yeux, ils sont bien ouverts, tu vois. Donc, je dis, non, en fait, attends, et puis, investissement quand même. Hein. C'est ça. Non, mais, et puis, pourquoi tu m'encourages pas à m'élever, moi aussi, à ton niveau? Pourquoi tu es là en train de vouloir diviser ce que tu as pour qu'on ait un truc rikiki? Sachant que si, de toute façon, ça se termine, ça sera ton appartement. Je vais pas aller me battre, on va devoir vendre. Ça va pas. Il y avait rien qui allait dans ce calcul. Donc, je l'ai laissé lui tout seul dans ses calculs. Je l'ai laissé lui tout seul avec ses croyances limitantes comme quoi je pouvais rien faire. J'ai acheté mon appartement qui a été financé à 110%. J'ai trouvé mes locataires. J'ai géré mon truc comme une pro. L'appartement, il était bien. C'est quoi que t'as acheté comme appartement? Un 2 pièces. D'accord. Près du métro, ligne du 20e arrondissement. Ah, d'accord. Dans ce coin-là. Et sympa. Donc, du coup, non, franchement, je suis contente. Donc ça, c'était ton premier investissement. C'était mon premier investissement. Et donc, du coup, en plus, c'est marrant parce que quand le couple n'allait plus, ça a commencé à battre de l'aile et que du coup, ça n'allait plus. Mon locataire part. Je le regarde, je dis, mon locataire est parti. Mon appartement est libre. Est-ce que tu veux que j'y aille pour qu'on respire un peu? Non, on va pas déménager, on va pas se séparer, Dans la foulée, je remets un locataire dedans. Et c'est là que le couple, il éclate en morceaux et qui me dit que fais tes bagages, va te trouver un autre nid. Donc du coup, j'étais dans la haine en fait, j'étais vénère. Ouais, je comprends. Il m'a mis dehors, surtout qu'en plus je suis en période d'essai, tu vois. Et donc du coup, je me suis vraiment sentie rejetée, je me suis sentie mis à la porte. J'ai revécu plein d'insécurités qui m'ont rappelé mon enfance. Donc là, quand je suis partie vivre chez mes parents et que j'ai eu mon CDI validé, il était plus question d'aller louer, il était question d'acheter un deuxième appartement là où personne n'allait me dire quoi que ce soit. Tu vois, personne pouvait te virer. Okay. C'est ça. J'ai mon nom sur le bail. Tu vas dire quoi? Bref, j'étais dans cette énergie-là. Et donc, du coup, j'appelle ma banquière et elle m'explique que, écoutez, madame, vous gagnez 36 000 euros, mais vous avez déjà un crédit immobilier et même si vous avez des revenus locatifs, ça suffit pas. Tu vois, ça suffit pas. Il vous faut 45 000 euros. Et il voulait 45 000 euros d'apport? Non, il fallait que j'ai 47 000 euros de revenus. D'accord, mais sachant que, enfin, pour expliquer aux auditrices, quand on a un bien locatif, la banque ne prend pas en compte 100% des revenus locatifs, mais 70%, hein, à peu près. Exactement. Des fois même 50.
Plus, des fois 50, d'accord. Et là, il y a ton salaire, mais ça suffisait pas pour ce que tu voulais acheter, c'est ça? Ça suffisait pas pour ce que je voulais acheter parce que je voulais pas un studio. Je Ben, voulais je pas un comprends. petit studio, je voulais un minimum de pièces et c'était vraiment cet appartement vraiment représentait mes rêves. Je voulais un grand appartement où vraiment quand on peut pas te virer d'un appartement, il faut qu'il soit bien, tu vois. Donc du coup, elle me dit, vous gagnez 36 000 euros, ça va pas, il vous faut 45 000 euros. Et donc là, littéralement, je viens de finir de ma période d'essai, tu vois. Ça fait 6 mois que je travaille, tu vois. D'accord. Et je viens de signer 36. Et j'ai vu mes petits camarades se faire virer quand ils exigeaient 45 000 euros. Donc littéralement, je comprends que même pour l'entretien annuel qui arrive dans 9 mois là, ou 6 mois ou 3 mois, je pourrais pas demander 45 000 euros. Donc je commence à réfléchir. En attendant, je pars en coloc. Et la D'accord, nuit, quand même, hein. Ok. je pars en On coloc. quitte quand même le nid, là. Non, mais j'avais déjà 29 ans, tu vois, là. Donc, je pars en colocation pour économiser de l'argent, pour faire des sacrifices. Et dans ma tête commencent les grands calculs mathématiques de comment est-ce que je vais trouver 45 000 euros. Comment est-ce que je vais trouver 45 000 euros rapidement parce que la coloc, là, je peux pas traîner dans ça, je suis déjà vieille. Et donc, rien ne se passe. Je continue ma vie, je suis contente dans mon boulot, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, jusqu'à ce que, après littéralement 8 mois, une entreprise m'appelle. Oui, on aime bien votre profil un peu atypique. On aime bien on a des programmeurs, développeurs qui travaillent chez nous. On s'en occupe très très bien. Et en plus, vous savez, particularité que nous on a que vous n'avez pas sur votre poste actuel. Nous, on travaille qu'avec des banques. Et vous comprenez pourquoi votre profil a Ah, attiré notre attention. Parce que vous d'accord. avez une excellente connaissance du métier. Vous savez comment on réfléchissent les banquiers de Et l'intérieur. les deux se Venez, rejoignent. c'est ça, les deux se rejoignent. Alors que moi, j'avais dit ciao à la banque, c'est fini. Moi, je me voyais comme Mark Zuckerberg. J'allais coder le prochain Facebook. Moi, j'allais coder le prochain Facebook, tu vois. C'était un peu dur, mais c'était comme ça que je voyais le truc. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient me casser les pieds avec la banque? La banque, c'est du passé. Après, je commence à dormir que t'aimais bien quand même parler d'argent, t'aimais bien. Et puis c'est vrai que tu as des compétences métiers, pourquoi pas. Et après, je me rappelle que mes meufs, il te faut 45 000 euros. Va tenter. Et ils me disent, OK, donc je passe entretien 1, nickel. Entretien 2, nickel. Entretien 3, c'est quoi vos prétentions salariales? Je lui dis, il me faut 45 000 euros. Le gars éthique. Il me dit, mais vous avez 9 mois d'expérience dans l'informatique. 45 000 euros, c'est pas un peu beaucoup? Je dis, pardon, Ah, mais monsieur, presque 30 ans aussi, hein. C'est plus la déjà? même chose, hein. T'es Je dis, mais expérimenté. excusez-moi, j'ai 2 C'est eux qui masters. sont venus te chercher, hein. Non, mais c'est ça, comme ils étaient venus me chercher, tu vois. Donc, attends, je sors mon speech commercial. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai 2 masters. En plus, j'ai 7 ans d'expérience dans la finance. En plus, j'ai de très, très bonnes compétences interrelationnelles. Et puis moi, j'ai un profil très, très, très technique, hein. Je suis programmeuse. Ne mélangeons pas tout, monsieur. Donc, les 45 000 euros, je les vaux. Et puis, de toute façon, c'est soit ça, soit je reste là où je suis, parce que de toute façon, je suis très bien là où je suis. De toute façon, t'as un CDI, donc ouais, y a pas C'est ça. d'urgence. Et puis moi, pour moi, je pensais que c'était mort. Là, j'avais conclu en disant que je suis très bien là où je suis, donc au revoir, bye bye. Et je me souviens, le recruteur, le big boss, parce que c'est même pas le commercial qui m'appelait, c'était le boss du commercial qui m'appelle. Il m'appelle et j'étais chez moi dans ma colocation en train d'écouter mes copines de Aya Nakamura là. Mes copines, mes copines. Et du coup, le téléphone, il sonne en numéro masqué. Et avec Aya Nakamura en fond sonore, je dis allô. J'étais en train de danser. Bonjour Vanessa, c'est le recruteur, le responsable du recruteur. J'éteins rapidement Aya Nakamura. Je me dis punaise, on a perdu la Plus la scène crédibilité. improbable. J'ai perdu toute ma crédibilité. Il me dit, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est oui pour les 45 000 euros. Je pense que vous les valez largement et je pense qu'on va faire des choses extraordinaires ensemble. Waouh. Ah, Et la je me dis, proposition, ça donne damn, envie, hein. je me Allez, dis en 9 mets-moi mois. la bague. C'est-à-dire que moi, j'étais passée de 36 000 euros à 46 000 euros la même année, tu vois. Ah Et je me dis, mais c'est un truc de ouais. dingue. Après 9 mois d'expérience, je me dis, mais l'univers est puissant quand même. Pile poil, le mec, il m'annonce ça, on est fin août, début septembre, et il y a les entretiens annuels, tu vois. Et donc, les entretiens annuels, et donc, moi, je vais partir. Là, j'ai le salaire, j'ai l'argent qu'il faut pour aller acheter mon appartement. Je vais quitter cette colocation pourrie. Donc, même si j'étais très bien dans mon boulot, j'adorais mes boss. En plus, j'étais dans la gratitude tous les jours et tout.
45 000 € quand même, tu vois, genre, ciao. Donc, Il y a des goals à atteindre, hein. C'est ça, j'avais déjà 29, 30 ans, tu vois, le temps, il passe pendant ce temps-là. Et donc, l'entretien annuel arrive et mon big boss me reçoit. Vanessa, franchement, depuis la première fois que tu m'as appelée jusqu'à maintenant, c'est un plaisir de travailler avec toi. T'es quelqu'un de agréable, drôle, de professionnel. On peut compter sur toi. Vraiment, vraiment, je suis très, très, très content. Je suppose que tu as une augmentation à demander. Je t'écoute. Je lui dis, écoute, vraiment, je suis très gênée parce que je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi content de moi. Moi aussi, je suis très contente. Vous m'avez donné ma chance à un moment où j'étais pas sûre qu'on me la donne. J'adore votre entreprise, mais en fait, j'ai ma lettre de démission que je vous présente là. Et là, je lui explique. Donc, en fait, voilà, je suis obligée de démissionner, tu comprends. Et là, je passe au tutoiement, tu vois. Je lui dis, écoute, tu comprends, moi, j'ai vécu une rupture difficile. Mon ex m'a demandé de partir. Je vis en colocation depuis 6 mois. C'est l'enfer. Dans cette colocation, tu te rends compte, on me vole ma nourriture. Je peux plus supporter ça. Ma banquière m'a dit qu'il me faut 45 000 €. J'ai une entreprise qui me donne 45 000 €. Donc, je suis obligée de te quitter, en fait. Il me dit quoi? 45 000 €? Attends. Je dis, comment ça, attends? Il dit, attends, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, quoi? J'aime trop, on dirait un feuilleton. Mais non, mais bienvenue dans ma vie. Ma vie, c'est que ça. Je le regarde avec mon papier de démission. Il me dit, donne-moi ce papier, je reviens. Je lui dis, mais tu vas où? On n'a pas fini l'entretien. Il dit, non, 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 tu signes rien, donne-moi ce papier, je reviens. Il part, je sais pas où il part. 15 minutes après, ça n'a même pas duré. Il redescend en me disant, écoute, on s'aligne. Je lui dis, ça veut dire quoi, s'aligner? Il dit, tu parles du français, là. non, mais c'est un truc de dingue. Et moi, j'étais là en train de commencer à expliquer que, ouais, j'ai dit, on s'aligne. Tu vas nulle part. Tu veux 45 000 €, on te donne 44. C'est bon ou pas? Je dis, bah oui, je voulais pas partir. J'étais déjà très bien ici. Donc, ok, j'étais trop contente. Pas de période d'essai et tout. Il n'y a pas de période d'essai. C'est-à-dire que je peux même pas, je suis pas obligée d'attendre 6 mois pour acheter mon deuxième appartement. Je peux l'acheter tout de suite. Me voilà donc en train d'appeler le big boss de Aya Nakamura pour lui expliquer que... Mais dis pas qu'il y a un rebondissement encore. Attends. Pas prête. Allô, monsieur X, écoutez, franchement, vous m'avez tellement donné, je vous assure que je suis gênée. J'ai accepté parce que j'étais heureuse de vous rejoindre. Et la banque, ça a toujours été ma passion. Mais en fait, mon boss, il veut pas me laisser partir et il s'aligne. Donc, j'ai plus d'intérêt financier à vous rejoindre. Donc, au revoir. Peut-être dans une autre vie. Il me dit quoi? Il s'aligne? Attends, il te donne combien? J'ai dit, mais quoi? C'est un jeu de ping-pong ou quoi? C'est quoi ce délire? J'en peux plus. J'adore. Et j'ai dit, il me donne 45. Il dit, bon, je te rappelle demain, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, ok. Et là, je me dis, non, mais je commence à transpirer que non, mais Vanessa, il y a un moment. C'est d'autres problèmes maintenant, c'est un autre niveau de problème. Non, mais c'est ça. On est en train de mettre ta loyauté à rude épreuve, à rude épreuve. Moi, à la base, je suis loyale, je veux aller nulle part. Mon boss me donne ce que je veux, je reste là où je veux. Mais voir l'autre boss aussi se battre pour moi et la banque, et tout d'un coup, maintenant que j'ai commencé à dire que la banque me manque, tu vois. Donc, et le lendemain, il me rappelle, il me dit, te donne 45, je te donne 46. Je dis, wow, ça vaut pas le coup. Franchement, merci, mais je suis quelqu'un de loyal et de fidèle, donc merci. J'aurais adoré travailler avec vous, mais je peux pas rester en fait. Et c'est comme ça que je suis restée. Et c'est comme ça que je suis allée acheter mon deuxième appartement. Et je te comprends totalement. T'as bien fait. T'étais bien là-bas. On te proposait. Ils se sont alignés et puis pas de période d'essai. On aura cet appartement. La banquière, je pense qu'elle a rien compris. Hein. C'est ça, non, mais et puis après, pour moi, c'est important d'avoir des valeurs, la fidélité, la loyauté, respecter sa parole aussi. Donc non, je suis restée dans cette boîte-là quasiment 2 ans. Et sauf qu'en fait, à la fin, j'ai besoin d'évoluer en fait. J'évoluais pas vraiment. J'étais censée rester sur mon poste. Je me sentais, j'avais envie d'autre chose. Et la banque commençait à me manquer de plus en plus. Et mais j'allais rester là jusqu'au jour où il m'a pas oublié. Il m'a rappelé. Non, coucou, arrête. 1 an plus tard, tu te souviens de moi, Vanessa? Alors, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu te dis pas que maintenant, il est temps pour toi de rejoindre la banque? J'ai dit oui, c'est vrai. Je pense que je suis restée suffisamment longtemps sur ce poste. J'ai fini mes projets et il est temps pour moi d'évoluer dans un cadre un peu plus structuré. Donc, je vais vous rejoindre. Et c'est comme ça que je les ai rejoints et que j'ai emménagé en même temps parce que dans la foulée, j'avais emménagé dans mon appartement. D'accord. Et j'ai finalisé mon deuxième investissement. D'accord. Donc là, toujours toute seule. T'as investi, toi, 2 fois toute seule. C'est ça. Et j'aurais continué, hein. Franchement, une fois que tu as appris, tu t'arrêtes pas, en fait.
C'est pas. Mais t'as c'est pas eu si... peur parce qu'en plus t'as investi la première fois pas pour toi en fait. Donc déjà il y a la crainte de dire bah déjà faut que je trouve le bon appart, faut pas que je me loupe. Ensuite faut que je trouve un locataire qui me paye avec tout ce qu'on entend, les gens ont vraiment peur aussi d'avoir des impayés. Et puis la deuxième fois avec toutes les galères. Bah, le truc, c'est que t'as toujours peur. Moi, je vis avec la peur. Mais ça, c'est comme quand j'avais 16 ans et que je passe en première. Qu'est-ce qui me prouve que je vais réussir la première? T'as peur. Mais je fonce. Quand je suis au Ouais, tant que tu le chômage fais et pas, que tu sauras pas. c'est ça. Comme quand je suis au chômage et que je veux devenir ingénieur en informatique, qu'est-ce qui me prouve que je vais y arriver? Je saute et je verrai bien comment je vais atterrir et là où ça fait mal. Donc, et pour le coup, c'est ça qui m'a calmé sur mon deuxième investissement, c'est que j'ai fait pour le coup un mauvais investissement. C'est-à-dire que Ah, j'étais tellement pressée, tellement dans des conditions particulières que l'appartement, il y avait plein de vices cachés. Le vendeur, il avait menti de A à Z. La copropriété, c'était une copropriété que des problèmes, que des mais du coup t'as menteurs, pas que fait des jouer marchands. Les les garanties et clauses. Ouais. les annulations, j'aurais pu, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Et puis, trop de batailles. J'étais fatiguée. Mm. J'étais à bout. La colocation, c'était dur. Les colocataires étaient difficiles. Ça. J'annule Wow, la ok. vente pour aller où, en fait? J'annule la vente pour aller où et faire quoi? Donc, j'ai préféré me battre pour redresser, entre guillemets, cette copropriété. Et en fait, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que cet investissement était un échec. C'est l'un des plus gros échecs de ma vie, j'ai envie de dire, mais j'avais envie de dire, mais maintenant, je le vois même plus comme ça parce que c'est grâce à cet investissement-là que j'ai commencé à vraiment me plonger sur les finances, à gérer mon budget. D'accord. C'est comme ça qu'est née Femme Riche, en fait, que j'ai commencé à vouloir prévenir les autres filles qui investissent que, attention les filles, faites attention quand vous choisissez vos appartements, vous n'avez pas besoin de faire tout toute seule. Euh, Toutes les formations à 3 000 euros, là, je trouve que c'est inutile. Le Mm. savoir que j'ai appris, en fait, je me suis rendu compte que c'est la même chose qu'eux, ils vendent à 3 000 euros. Mais ça se fait pas. Bien sûr. Augmente tes compétences et vends des trucs qui valent 3 000 euros. Dire à quelqu'un comment faire un bon investissement immobilier, pour moi, ça vaut pas 3 000 euros. Donc, j'ai commencé à dispenser ce genre de savoir gratuitement et D'accord. c'est comme ça que Maëlisa m'a découvert. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Elle et moi, on travaillait dans l'informatique. Elle et moi, on était multipropriétaires. Elle et moi, on était passionnés par la finance. Elle et moi, on était des femmes de tête. Elle et moi, on avait envie de prêcher la bonne parole. C'était une évidence de bosser ensemble. D'accord. Donc en fait, c'est des difficultés qui ont fait que toi, tu t'es éduqué pour bien comprendre comment ça fonctionne une copropriété, etc. et bien Exactement. gérer ton budget, tes Mais finances. je suis même devenue syndic. Ah, Je suis d'accord. devenue syndic de la copropriété. J'ai géré le bail pendant 1 an. Waouh. Mais j'avais juste plus le En temps, plus de ton boulot. en plus de mon boulot. Mais c'est pour ça que maintenant, 2 ans plus tard, j'arrive à gérer 4 entreprises en même temps. Je suis une bosseuse, en fait. Pourquoi tu dis Maintenant, 4? Parce que d'ailleurs, on n'a même pas parlé de ton passage à l'entrepreneuriat. parce que j'en ai 4 en fait. Parce qu'après les CDI de freelance, après je suis passée en freelance, je suis passée à mon compte. J'ai créé une boîte pour gérer pour mes appartements. J'ai une boîte D'accord. qui accompagne les entrepreneurs et j'ai Femme Riche qui est la 4e boîte. Donc en fait, si je reprends, c'est que là, tu as ton job de freelance. Donc oui, en termes de société, donc je suis donc à la tête de ma société de freelance en tant que conseiller, enfin consultant informatique. Consultante. Ouais. Consultante. J'ai une société qui gère mes appartements, donc avec un Ok. SIRET et tout. Donc en fait, c'est quoi? C'est une structure où t'as mis, t'es plus propriétaire en nom direct, c'est ça? Si, mais même en LMNP, t'as un SIRET. Ok. J'ai une société dans laquelle je m'occupe d'accompagner les entrepreneurs à se développer. Ça, Il y j'étais a pas du tout au des courant. Oui, mais parce que j'en fais pas forcément la pub et que c'est pas parce que je gère les sociétés que forcément c'est hyper rentable ou que forcément j'ai une vision de business comment dire j'ai des revenus importants dessus. Tu vois, c'est pas toujours le cas. Femme Riche, pour l'instant, on n'a toujours pas créé de structure juridique, c'est-à-dire qu'on a fait des ateliers, on Bien a sûr, vendu ouais, en des plus. ateliers, on les a même pas Vous avez encaissés un parce qu'on bootcamp a qui arrive. bah oui, non mais c'est ça, on les a pas encaissés parce que mais ça reste une société, tu vois. Et donc c'est comme ça que je gère vraiment les 4 business en même temps, en fonction des jours, en fonction des euh, des des moments dans la semaine, je bascule de l'un à l'autre et en fait ces business-là grossissent. J'ai vocation à acheter plus d'appartements, j'ai vocation à accompagner plus d'entrepreneurs. Femme Riche a vocation à se développer et je ne compte pas abandonner mon activité de consultante informatique. Mais comment tu vas faire? Parce que justement, là, t'es en temps plein sur le freelancing. Ouais, pour l'instant, je suis à temps plein. Et Maëlisa et toi, vous vous organisez comment? Enfin, vous avez eu cette idée-là bon, elle aussi, par rapport à son parcours d'éduquer les femmes justement sur les finances personnelles et de les aider aussi à investir, et à se créer aussi leur propre matrimoine ou patrimoine comme on veut.
Donc ça, c'est déjà un gros travail, hein, déjà de se faire connaître et d'accompagner les gens. Hein, c'est du boulot. Comment est-ce qu'on fait? Mais en fait, on est des bosseuses de ouf. En fait, comment est-ce qu'on gère? On est des bosseuses de malades. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que moi, je me couche entre 21, 22, souvent 23 ans en ce moment. Je me réveille à 5 heures du matin. De 5 heures du matin, littéralement, jusqu'à 22 heures, je taffe. Après, t'enlèves la partie sport 1 heure et la partie transport de temps en temps. Mais c'est mon quotidien. De 5 heures à 22, 23, je bosse du lundi au dimanche, non-stop. Et c'est pour ça que j'avais fait un burn-out d'ailleurs à la fin de mon premier podcast. Mais rapidement, je me suis remis en selle et j'ai recommencé à bosser. En fait, je reviens dessus parce qu'en fait, Femme Riche, c'est une communauté, donc il y a le compte Instagram. Il y a la newsletter, je crois, qui est rédigée par Maëlisa. Et toi, tu t'occupes du podcast. Donc, démarcher les invités, enregistrer, monter, faire la promotion, ça, c'est du boulot. C'est un boulot, tu le sais, tu l'as fait. Donc, mais comment est-ce qu'on s'organise? C'est que moi, donc je prends les invités, je monte les épisodes, je crée les questions. Maëlisa regarde quand elle a le temps, elle me donne son avis. La newsletter, elle trouve les sujets, elle rédige, je regarde, je lui donne mon avis. Pour la partie actualité, comme je fais une revue de presse quotidienne sur le Insta, qui me manque bien en plus, hein, Instagram. Je crois que c'est toi qui faisais avec les cryptos. Ouais, c'est ça. Ben, je la fais toujours et elle a de plus en plus de succès. Et moi, j'ai vocation à me développer. Là, maintenant, je suis partie sur LinkedIn pour prêcher ma bonne parole. Mais j'ai envie de faire aussi un sous-dossier du podcast dans lequel je vais intégrer les articles que j'analyse et dans lequel je vais décrypter le podcast parce que je me suis rendu compte que ça va pas assez loin juste le podcast. Des fois, les gens veulent, il faut comprendre les enjeux structurels, tout ce genre de petites nuances. Donc, j'ai vraiment vocation à me développer. Et comment est-ce que je vais faire? Je sais pas. La seule chose que je sais que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas faire un second burn-out. Mais je suis complètement consciente que c'est ça qui me guette si je fais pas attention. Mais après, je suis une passionnée. Je veux dire, je fais partie des gens qui, quitte à se brûler, justement, c'est la passion qui amène à la fatigue excessive et au burn-out. Et au cramage. Mais tu sais, quand t'es entier, t'es passionné, t'as fond, c'est non, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être, il va falloir déléguer. Moi, j'ai décidé de réduire mes activités et me concentrer que sur le podcast. Parce que je vais reprendre une activité salariée, mais au bout d'un moment, faut faire des choix. Vous, ça va, vous êtes 2, mais encore, je pense que vous avez beaucoup de choses quand même à 2. Non, on travaille à 2, c'est énorme. Donc toi, aujourd'hui, de toute façon, tu connais tout ce qui est investissement, des placements financiers, parce que tu as travaillé dedans. Ouais. Toi, tu as plutôt investi dans l'immobilier, mais tu fais pas que ça. Non, j'ai investi en bourse, j'ai investi en crypto, j'ai acheté de l'Ethereum, j'ai acheté du Solana. Aussi, ok. Ouais, j'ai fait quelques Bitcoin? ICO. J'avais des bitcoins, mais en fait, j'ai revendu mes bitcoins quand j'ai acheté mon deuxième appartement. D'accord. Parce que comme en fait l'appartement c'était un gouffre et que c'était blindé de vis cachés, j'avais mis toutes mes économies dans le projet et arrivé dans l'appartement, il fallait tout réparer. Donc du coup j'ai commencé à désinvestir. C'est pour ça que je suis devenue la reine du budget et je suis obsédée par le budget. Et, parce que je sais que même si tu fais bien tes calculs, si tu mets tout dans un investissement immobilier, faut anticiper les gamelles en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est quand tout va bien qu'il faut penser à quand tout ira mal. Donc pas être prise de court. Je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, non, j'ai investi en crypto, en bourse, j'ai investi aussi en SCPI et en immobilier. Maëlisa, elle me disait qu'elle avait un goal, c'est qu'elle avait calé ses durées d'emprunt, parce qu'elle a des appartements, sur ses 35 ans pour pouvoir être libre, tout ou partie libre financièrement à ses 35 ans. Est-ce que toi, est-ce que c'est quoi le but de tes investissements à toi? C'est quoi? C'est pour concrétiser quel projet? Moi, le projet, c'était qu'on arrête de me mettre dehors. Oui, à la base. Voilà, ça a toujours été ça. Donc, in fine, c'était pas moi, j'avais pas d'optique de liberté financière. C'était même pas mon niveau. Enfin, tu vois, de sécurité, toi, c'était. Ouais, moi, c'était vraiment la sécurité. Et puis tout ce que je fais, c'est un but de sécurité, en fait. Toujours. Enfin, j'ai évolué. J'ai évolué. Avant, c'était vraiment un but de sécurité, c'est-à-dire les investissements immobiliers. Mais maintenant, la sécurité, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que tu pourras me donner 1 million que si tu me fatigues un peu trop, mes insécurités vont se réveiller, tu vois. Donc c'est pas de la sécurité financière dont tu as besoin. C'est ça. C'est-à-dire que je travaille à me créer une sécurité intérieure. Et donc maintenant, en fait, mes investissements et mes actions ne sont plus forcément uniquement à m'apporter de la sécurité parce que je travaille et je commence à la ressentir, mais c'est pour donner, en fait,
éviter aux autres de faire les erreurs que j'ai fait. C'est pour ça que là aussi c'est intéressant l'association avec Maëlisa, c'est que moi je fais pas spécialement de produits payants. Moi, je suis sur le podcast, c'est complètement gratuit, tu vois. Comme moi, ouais, je vois. En fait, tu es sur de la sensibilisation aussi. Exactement. Je suis vraiment, moi, je suis obsédée par la sensibilisation. C'est par rapport à ce qui t'est arrivé. Exactement. C'est par rapport à mon histoire, tu vois. Alors que, par exemple, Maëlisa, elle, c'est un entrepreneur. Tu vois, moi, je me définis pas. Moi-même, non seulement je me définis pas comme entrepreneur, mais il m'a fallu tellement de temps avant de capter que j'étais entrepreneur, que tous les trucs que je gérais en même temps là, c'était des business. Voilà, moi, je me définissais comme quelqu'un qui aime faire des choses, atteindre ses objectifs. J'ai des activités. Voilà, c'est ça. Comme une hyperactive, parce que je suis hyperactive. Tu vois, j'ai vraiment la problématique de la maladie. Non, je suis une hyperactive. Donc, un hyperactif, il a besoin de s'occuper quand il a mon profil, parce qu'après, il y a encore plusieurs formes. Mais moi, je dois faire des choses, sinon je déprime, en fait. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais t'avais d'autres projets. Après, c'est peut-être pas forcément que ces projets, mais quels sont tes prochains projets, ou plutôt, quelle serait ta situation idéale dans 1 ou 2 ans? Ben, moi, je rêve d'aller vivre au Canada depuis un moment. Ok. J'avais signé un contrat avec une entreprise il y a 2 ans. En freelance canadienne. Ou Non, en salarié. L'entreprise. Ça fait combien de temps que t'es freelance d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. Je suis freelance depuis 1 an. D'accord. Mais c'est tout frais, ça fait beaucoup de choses. Mais tout ça, mais tu sais, moi, tous les 6 mois, il se passe un truc. Là, quand je te parlais de ma reconversion, de mon changement de truc, d'entreprise, de mon achat, c'est tous les 3-4 mois. C'est tous les jours, en fait. Je sais pas si c'est moi qui attire ou si c'est l'univers qui répond à une demande non formulée de manière consciente. Mais tous les 4 mois, il se passe un truc. Tous les jours, tout le temps. Enfin, tu vois. Donc, je suis freelance depuis un an seulement. Moi, mon rêve, c'était d'aller au Canada. J'avais signé il y a 2 ans avec une entreprise, sauf que l'entreprise me proposait un CDI. Et à l'époque, j'étais en CDI et j'avais signé, en fait. J'allais y aller. Sauf que mon appartement, il avait tellement de problèmes que je pouvais pas bouger. Il fallait que je sois là pour régler. Tu peux pas mettre en location. C'est pour ça que t'es restée, d'accord. C'est pour ça que je suis restée, parce que je pensais que j'allais régler les problèmes rapidement et le vendre. Sauf que les problèmes ne se règlent pas. Je suis toujours là. Ah, je pensais que c'était réglé. Non, je suis passée syndic. Après, j'ai trouvé un syndic professionnel. Ah oui, parce que tu y vis encore, là. Parce que j'y vis encore. Je me vois pas me mettre un locataire dans un appartement où il y a tous les jours des problèmes. Et donc, du coup, je suis pas partie au Canada. Et finalement, ils m'ont recontacté et je leur ai dit que, écoutez, je suis passée à mon compte. Donc, maintenant, si vous voulez m'embaucher, il faudra m'embaucher en tant que freelance. Là, c'est un autre pays. Donc, après, ça te permet d'avoir une certaine sécurité. Je repars dans le salariat. Mais qu'est-ce que je fais de ma boîte? De mes boîtes, en plus? Il y a le salaire qui m'arrange pas. Ah, là, c'est autre chose. Ah oui, non, c'est pas que ça. C'est pas que le fait que je suis complètement accrochée au fait d'être freelance. C'est que, je sais pas quoi faire de mes boîtes si je redeviens salarié. 2, le salaire qu'ils me proposent en tant que salarié ne m'intéresse pas. Et 3, 3, j'ai plus envie de reperdre ma liberté. D'accord. Quand t'es freelance, on peut te dire ciao, mais si on te maltraite, tu peux dire bye bye rapidement. Ouais, tu peux aussi dire ciao, effectivement. C'est ça. Et ça n'a pas de prix. Et si le prix à payer, c'est l'insécurité, je signe. D'accord. Donc, quoi de mieux que de se faire aider par Femmes Riches? Je mettrai en note tous vos liens, notamment en particulier ce que j'apprécie le plus, c'est la newsletter, le podcast, parce que forcément le podcast, moi j'adore avoir un casque sur les oreilles, et vous faites de super interviews en plus dans le podcast. Je mettrai tous les liens pour aller retrouver Vanessa et Maëlisa dans Femmes Riches. Merci Vanessa. Merci à toi Johanna. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.